Merci aux organisateurs et organisatrices à la fois de cette journée d'études et aussi de cette très belle exposition. J'étais très content de découvrir voilà, cette magnifique incursion dans le monde de Lewis Carroll. Et effectivement, donc, voilà, il m'a été demandé d'intervenir sur cette figure de Lewis Carroll et d'Alice au Pays des Merveilles dans le champ de l'art contemporain. Alors, c'est un sujet qui semble comme ça, de prime abord, immensément vaste et contrairement peut-être à l'intervention de Nicolas, je vais survoler. Voilà, on va ici survoler un certain nombre de figures et j'ai placé en fait mon intervention sous le signe ou sous voilà dans l'orientation de cette citation donc d'Alice au Pays des Merveilles qui dit qui fait parler la duchesse et qui dit c'est bien vrai, les flamands et la moutarde mordent tous les deux et la morale en est qui se ressemble s'assemble. Alors ça veut pas simplement dire que on va flirter avec l'absurde, on va voir qu'il y a peut-être aussi voilà une étrange cohérence qui apparaît finalement d'œuvre en œuvre à travers cette référence continuelle à Lewis Carroll et à Alice au Pays des Merveilles. Alors référence d'ailleurs, vous allez voir, qui va être plus ou moins explicite selon les figures que je vais convoquer. Alors on va commencer voilà, par un petit extrait qui est une petite mise en bouche. I've got an idea. Oh, let's get out of here. Don't you want to be more than a kitten sometimes? Always following me around? Well, let's run away. I know what you're thinking, but come on. We'll do better than this place. You'll see. There'll be no more piano lessons or grammar school or curtsies. Where shall we go? How about, well, Hong Kong? It would be better than this dreadful blandness. Oh, I do feel like a doll sometimes. How about you, Toto? I'm gonna tear my playhouse down, 'cause I'm sick of being Alice in Wonderland, sick of living in Victorian England. I'm sick of being a porcelain girl in a... Hey, little girl, don't be down. If blandness is the issue, there are thousands upon thousands of flavors waiting for you in that hole. Have you ever checked out that hole? Well, come on down, check out that hole. See what the future has in store. Someone else's hole? Mommy's not here. It's mine. It's tight in here. Just like the Queen of England, posh old hag. Alors nous sommes en 2003 et le directeur de la photographie et cinéaste Robert Coble s'associe à la chercheuse Sarah Coles pour s'inscrire dans la longue histoire de ce que l'on appelle le détournement, avec un court-métrage donc intitulé, comme vous l'avez vu, Alice in Wonderland or Who is Guy Debord. Guy Debord, vous le savez bien sûr, c'est disons le chantre de l'international situationniste, et donc c'est bien sur ce mode situationniste que les deux artistes, les deux auteurs s'approprient le classique de l'animation créé par Walt Disney en 1951 pour proposer ni plus ni moins qu'une actualisation de cette pratique avant-gardiste, celle donc du détournement, et avec elle bien sûr des théories propres à la société du spectacle. Alors c'est lors de sa chute
dans le trou du lapin, qu'il a fait bien sûr passer d'un univers à l'autre, qu'Alice découvre ou va découvrir l'auteur révolutionnaire Guy Debord, et le nouveau doublage donc va permettre aux différents personnages de ce monde merveilleux de reprendre tout à coup la phraséologie du collectif sous des formes contemporaines, que ce soit à travers une chanson rap ou la saturation hallucinée d'extraits télévisés. There, there is no, there, there is no, there, there is no, there. Help me! Help me! Blue is blue. Open! Will you open? Check out my brand new high tops. What? Wanna take a look at my mouth? Let me in! What? Oh, Alors, Alice in Wonderland ou Who is Guy Debord a été créé dans le cadre du projet Electrodist, un projet collectif dont le but était d'introduire des éléments critiques sur le marché grand public en modifiant en fait des produits médiatiques. Donc en conséquence, la vidéo fut placée en tant qu'élément spécial dans les DVD Disney existants de façon à les rendre accessibles au public. Ils ont donc été ensuite redistribués par Electrodist dans divers systèmes de location de vidéos pour que les consommateurs donc voilà y aient accès. Tout le matériel original était conservé sur les disques modifiés, de sorte que l'ajout venait en fait se glisser dans le DVD et avait en quelque sorte un rôle parasitaire. Donc ici, l'usage de la figure d'Alice renvoie bien sûr à l'idée de passer de l'autre côté du miroir à travers la conscience situationniste. Il s'agit ici en fait de renverser le monde tel qu'il est, et on peut dans cette perspective eh bien rappeler la thèse 9 du maître ouvrage de Guy Debord, donc la Société du spectacle, qui dit « Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux ». C'est une thèse qui détourne bien sûr Hegel et sa phénoménologie de l'esprit, dans lequel le philosophe expliquait que le faux est un moment du vrai. Alors au regard des aventures d'Alice, il est clair que le renversement situationniste suppose l'affirmation d'une vraie rationalité et non la simple mise sans dessus-dessous de la réalité portée par une imagination débridée. D'ailleurs, dans L'homme unidimensionnel, Herbert Marcuse n'avait-il pas noté, je le cite, qu'à travers le style de la politique institutionnelle, le pouvoir de l'imagination va beaucoup plus loin qu'Alice au pays des merveilles quand il manipule les mots, quand il fait du sens un non-sens et du non-sens un sens. C'est une manière pour Marcuse finalement de souligner que la fantaisie, nous sommes donc à la fin des années 60, n'est plus suffisante et que la critique devait littéralement passer à l'action et se transformer en une praxis pour justement modifier ce monde que l'on pourrait juger devenu fou.
À force de répétition, il est clair que ce credo a nécessairement perdu de sa portée. Et en ce début de XXIe siècle, le film de Coble et Coles replace les théories situationnistes dans un monde culturel fragmenté, un monde de la citation où finalement les références historiques se démultiplient et créent de nombreux filtres qui brisent la possibilité d'une immédiateté. D'ailleurs, on peut noter en passant que la référence à Alice peut être comprise comme un simple clin d'œil, puisque la femme de Debord, la femme de Guy Debord, portait ce prénom. C'était Alice Baker-Howe, Alice ensuite Debord. Alors cet emprunt souligne en outre le lien entre l'international situationniste et les surréalistes à travers la notion de révolte. Comme l'a remarqué Isabelle Nière-Chevreul, Aragon inscrit le propos de Carroll dans une entreprise de subversion proche de la contestation surréaliste. Il est sensible au pouvoir de désordre que le nonsense introduit dans le champ bien réglé de la transmission des valeurs. Alors une fois qu'on a dit ça, on peut quand même ajouter qu'il n'est cependant pas certain que cette assimilation du classique de Lewis Carroll à la rébellion soit encore très active en 2003. Non que l'œuvre ait perdu sa charge, mais tout simplement parce que la reconnaissance a ceci de fâcheux qu'elle neutralise le plus souvent le potentiel dissident de la création, à l'image par exemple du classement des archives de Debord en tant que trésor national en 2009. Alors on peut s'éloigner donc de cette geste situationniste pour en venir à d'autres emplois d'Alice dans l'art contemporain qui sont certes moins contestataires, à l'image notamment de cette proposition de l'artiste anglais Oliver Beer dans son œuvre intitulée Alice Falling, qui est issue d'une série qui s'appelle Reanimation. Alors cette série Reanimation, elle a été en fait initiée dans le cadre d'une résidence à la Villa Arson à Nice où Oliver Beer a entrepris un projet quelque peu inhabituel. Il a tenté la reconstruction, image par image, d'un extrait de Blanche-Neige de Walt Disney de 1937. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait appel aux élèves de 23 écoles primaires de l'agglomération niçoise et les élèves donc ont participé à ce projet en produisant, en réalisant une partie des 700 dessins nécessaires à la reconstitution du film d'animation. Et là, vous voyez donc cette deuxième film de cette série, Alice Falling, donc qui suit bien sûr le même principe, qui reprend la même idée, dans une veine esthétique qui pourrait d'ailleurs rappeler à certains égards, la peinture d'un situationniste. Je pense ici à Asger Jorn avec sa gestualité exacerbée et ce que l'on pourrait appeler son style gribouillard. Cette dimension, se retrouve ici et on voit que dans Alice Falling, Oliver Beer reconstitue à nouveau la scène, donc la fameuse scène de la chute dans le trou du lapin. Et en fait, cette œuvre, elle a été proposée justement dans le cadre d'une exposition que Oliver Beer avait eue au Musée d'art contemporain de Lyon en 2014 et dont le titre faisait aussi référence à Alice au pays des merveilles, puisque le titre de cette exposition, c'était Rabbit Hole, donc le trou du lapin d'ailleurs, qui faisait partie des œuvres. Vous en avez ici l'image. Il s'agit en fait d'une sculpture modulaire, une sorte d'installation à échelle humaine, installation immersive, au même titre que l'exposition que l'on a vue ce matin. Et donc ici, Oliver Beer proposait une sculpture modulaire dans laquelle le spectateur était invité à s'introduire, une sculpture qui allait vibrer
sous l'effet de la voix de chanteurs d'opéra qui interprétaient en fait une partition créée pour l'occasion. Et Oliver Beer souhaite créer avec ce Rabbit Hole une expérience de désorientation, comme justement la chute sans fin de l'héroïne dans le récit de Lewis Carroll, une désorientation qui était accentuée, alors j'ai pas de photo de l'intérieur de la structure, mais une désorientation qui était accentuée effectivement par la présence d'objets à l'intérieur donc de cette installation, objets qui étaient coupés en deux et qui étaient inscrits dans le mur comme s'ils avaient fondu et qu'ils étaient sur le bord de la disparition. Alors, on le voit, Alice donc est encore une référence active dans le monde contemporain, mais ce jeu de référence ne suppose pas toujours une approche exubérante, comme le montre notamment l'artiste que l'on dit conceptuel Mel Bochner et son œuvre, alors qui n'est pas celle que vous avez sous les yeux, puisque en fait j'ai pas réussi à trouver d'image de cette œuvre, mais c'est le même principe qui en est repris, puisque l'œuvre dont je vais vous parler, c'est Measurement High Level Perimeter, entre parenthèses, Ask Alice. C'est une œuvre donc de 1969, réactivée en 2011, et qui trace, de la même manière que vous le voyez sur cette image, une ligne noire, mais cette fois-ci, cette ligne noire, elle est à 9 pieds au-dessus, au niveau du mur, soit 2 mètres 74 approximativement. Et en fait, la hauteur dont il est question ici, les 9 pieds en question, cette hauteur renvoie en fait à la taille d'Alice au début du conte, une fois, vous savez, qu'elle a vidé le contenu de la bouteille où on peut lire « Bois-moi ». Rien de fantaisiste n'est visible cependant ici, au contraire, vous avez affaire à une stricte sobriété visuelle qui, d'une certaine façon, contraste de manière saisissante avec l'imaginaire exubérant du pays des merveilles. Nous sommes ici, bien sûr, très loin du point de vue, par exemple, psychédélique, qui avait été adopté quelques années auparavant par Adrian Piper dans Alice Down the Rabbit Hole. C'est l'œuvre que je vous montre maintenant, qui date de 1966, qui pourrait ici, bien sûr, renvoyer à l'esthétique psychédélique de l'époque. On est proche d'une pochette d'album de Jimi Hendrix dans les années 60, et d'une certaine manière, cette œuvre, elle évoque le LSD. Pour mieux établir un parallèle entre l'univers débridé de Lewis Carroll et les hallucinations visuelles que peuvent produire la prise, bien sûr, du psychotrope. Alors cette dimension scientifique présente chez Mel Bochner, en fait on va la retrouver dans d'autres propositions, notamment les créations d'un jeune artiste qui s'appelle Théo Massoulier, à travers notamment le paradoxe de la Reine Rouge, qui renvoie plus précisément donc à la suite d'Alice in Wonderland Through the Looking Glass de 1872. Alors vous vous souvenez peut-être, de l'autre côté du miroir, il y a une scène où Alice en fait se retrouve à courir avec la reine en ayant l'étrange impression de ne pas avancer. Et la reine lui explique alors que dans son pays, je cite, « Cela vous demande de courir aussi vite que possible, juste pour rester à la même place ». Et pareil épisode en fait a inspiré le biologiste américain Leigh Van Valen, qui a proposé en 1973 l'hypothèse, je le cite, que l'évolution permanente d'une espèce est nécessaire pour maintenir son aptitude face aux évolutions des espèces avec lesquelles elle coévolue. Donc dans cette logique d'évolution permanente, les œuvres de Théo Massoulier proposent, comme vous le voyez, des assemblages hétérogènes, assemblages donc hétéroclites qui associent en fait, qui créent de nouvelles espèces. On a là des formes qui empruntent aux différents règnes, que ce soit minéral, végétal ou animal. Et vous voyez que l'artiste donc crée des combinaisons plastiques qui offrent de la sorte de multiples variations sur l'hybridité, empruntant aux sciences de l'évolution donc la notion de symbiote, qui suppose donc l'association intime d'organismes hétérospécifiques.
Alors, sous ce langage scientifique se joue une esthétique de la manipulation et de la métamorphose, qui est en fait au cœur de l'œuvre de Théo Massoulier, à l'image justement de sa série CRISPR, qui cite explicitement, vous savez, les ciseaux moléculaires capables de couper l'ADN en séquence et de constituer donc des chimères artificielles. Alors, autre proposition et autre dimension onirique que l'on retrouve dans la dernière exposition justement de Cyprien Gaillard à la Fayette Anticipation, dont on a parlé tout à l'heure en introduction, qui est effectivement intitulée Humpty Dumpty, en référence au personnage décrit dans De l'autre côté du miroir. Je vous montre juste, alors c'est une petite vidéo personnelle voilà, que j'ai faite de cette exposition que vous pouvez encore voir donc à Paris en ce moment. Alors nous sommes loin bien sûr de prime abord de l'univers de Lewis Carroll. En fait ici, Cyprien Gaillard, la proposition de Cyprien Gaillard tourne autour de l'horloge Le Défenseur du Temps que l'on doit à Jacques Monestier et qui avait été installée dans le quartier de l'Horloge à Paris en 1979. Arrêté en 2003, son mécanisme d'automate a en fait été restauré pour les besoins de l'exposition de Cyprien Gaillard, qui a donc réactiver l'horloge dans le centre d'art, avec une différence en termes de temps, puisque le mécanisme ici et l'automatisme se met en branle toutes les 15 minutes, accompagné d'une bande-son d'un compositeur américain, Lara G, et cela de façon temporaire, puisque à la fin de l'exposition, en fait, cette horloge va retrouver sa position initiale dans le quartier du même nom. Alors, voilà ce que dit Gaillard à propos de cette référence dans le titre au personnage de Humpty Dumpty. Il dit « Ce personnage était apparu auparavant dans une comptine au XVIIIe siècle. Chez Carroll, Humpty Dumpty a la forme d'un œuf anthropomorphe, mais la comptine ne nous dit rien de tel. Elle parle d'un personnage fictif qui se tient sur un mur de briques chancelant, qui en tombe et se casse, en plus, et puis, de l'effort collectif déployé pour le ramener à son état originel. Il est ensuite expliqué qu'il est impossible de retrouver un tel état. Même si rassemblé, il ne sera plus jamais le même. C'est l'idée de la spirale qui effectue le même mouvement que la boucle, mais ne revient jamais à son point d'entrée. Et donc en fait, l'exposition de Cyprien Gaillard, Humpty Dumpty, confronte justement impossible machinique qui serait la réparation et le retour à la vie et la finitude humaine, puisque en fait Cyprien Gaillard donc crée effectivement ce spectacle qui encore une fois redéploie cet automate tombé en désuétude, mais en fait il met en parallèle cette possibilité de la réparation avec un hommage à un ami décédé qui s'appelle Gaël Fouché et qui lui ne peut être ramené à la vie. Donc la spirale ici effectivement en opposition à la boucle. Donc c'est une fiction machinique que nous propose Gaillard et qui encore une fois vient buter contre le réel de notre finitude. Alors ce qui montre bien que ici on est d'une certaine manière entre univers onirique et puis une approche finalement
finalement ready-made documentaire. Et cette approche documentaire, eh bien, elle a aussi été visible dernièrement dans un film d'un artiste chinois, Yun Zhu, qui en fait sort du Frénois et qui a proposé cette année eh bien, une référence explicite à Alice au pays des merveilles dans son film De songe au songe d'un autre miroir. Je vous en montre les premières minutes. Un jour, j'étais en train de jouer dans ma piscine et en fait, quand je suis sortie, il y avait un trou. Du coup, j'ai été dedans, mais sauf qu'il y avait un blanc, un lapin blanc, et du coup, il est remonté avec moi et après, on a joué et après, on est retombé dans le trou et après, on ne pouvait plus sortir. Il avait fermé, le lapin. Et voilà, je suis dedans. Je me suis fait manger. Je me suis fait manger. Salut Wawan. Oh non. Dans mon pays des merveilles à moi, il y a plein de textures douces. Et il y a aussi plein de bruits très très agréables, comme celui des oiseaux venant chanter à mon oreille. Ou encore la texture de l'herbe fraîche sous ma tête. C'est mon pays des merveilles à moi. Il n'y en a pas trop, il y a juste ce qu'il faut. Alors en fait, ce court-métrage prend pour prétexte une séance d'Alice au pays des merveilles auprès d'enfants aveugles pour interroger leur imaginaire et cette absence d'image dans leur vie quotidienne. Constitué d'entretiens avec certains enfants, ce documentaire très sobre cherche à appréhender leur perception à portée de doigt. Délicate, cette incursion dans le monde des non-voyants en phase d'apprentissage passe par la figure d'Alice pour mieux faire un pas de côté par rapport au handicap et souligner l'entrée dans un monde sans regard où tout ne peut être vu justement que différemment. C'est mes doigts qui renvoient mon reflet, relate une petite fille au sujet de ses rêves, nous ouvrant à une expérience qui nous est tout aussi étrangère que celle d'entendre un animal parler ou se retrouver à l'étroit sous le toit d'une maison. Une telle poétique, que l'on peut dire du non familier, eh bien, peut s'observer aussi dans les œuvres de Kiki Smith.
comme Pool of Tears 2, After Lewis Carroll, qui répond au dessin manuscrit de Carroll, où la jeune Alice devance toute une série d'animaux dans la fameuse mare de larmes. À l'instar des œuvres d'Henry Darger, une force dramatique s'observe dans la représentation, qui suscite un sentiment d'étrangeté en dépit de l'ancrage figuratif de la représentation. D'autres créations de Kiki Smith présentent la même atmosphère angoissante, comme Sear, Alice 2 de 2005. Les proportions ici imposantes du visage lisse d'Alice, qui contrastent avec le caractère rugueux du bronze recouvert d'une patine blanche, suscite une sorte d'inconfort, et on notera que les traits physionomiques sont impassibles quand la chevelure et la robe connaissent un traitement expressif appuyé par une certaine gestualité. Alors, ce sont là donc des citations explicites que je viens de vous donner. Mais celles-ci ne doivent pas faire oublier certaines approches plus diffuses, comme le montre notamment Anna Gaskell dans 2 séries photographiques intitulées Wonder et Override. On est ici un peu dans la lignée, si vous voulez, des images de Cindy Sherman, et l'artiste donc propose des images au fort potentiel narratif qui jouent de l'allusion et de l'ambiguïté afin de créer des situations où la tension psychique est soulignée. À chaque fois, les jeunes préadolescentes en tenue d'écolière sont montrées partiellement dans des scènes à la limite du fantastique où l'anxiété, le plaisir et le jeu se trouvent entremêlés de manière inextricable. Sans récit linéaire, eh bien, ces photographies s'amusent d'une forme de désorientation et s'ouvrent à l'interprétation, convoquant aussi bien la liste de Carroll que les contes des frères Grimm. Et puis c'est aussi à une certaine vulnérabilité que nous confronte ici Anna Gaskell. Oui, je me suis trompé, désolé, c'est G-A-S-K-E-2-L, c'est pas Gasker, je suis désolé pour cette faute. Dans ces clichés donc où ces enfants sont prêts à initier leur période de transition. Alors cette référence implicite à Alice, d'une certaine manière, elle peut être encore plus allusive, comme dans par exemple Seated Ballerina, de la sculpture gonflable de Jeff Koons de 2017, qui imite finalement les œuvres métalliques de l'artiste, elles-mêmes qui partent le plus souvent justement de ballons figuratifs. La représentation de Koons reprend, comme à son habitude, une figure de porcelaine russe du 19e siècle. Ce n'est donc pas littéralement, bien sûr, une représentation d'Alice, mais ici, ce qu'il faut noter, c'est l'agrandissement du personnage, qui évoque en quelque sorte l'un des ressorts dramaturgiques du conte carolien. Il en est de même pour l'artiste américain Robert Thurian, qui a réalisé des installations à partir d'objets du quotidien surdimensionnés, chaises, tables, ustensiles de cuisine, deviennent géants et transforment le spectateur en enfant ou lilliputien. Alors ce jeu d'échelle se retrouve de manière peut-être moins anecdotique avec la fameuse œuvre exposée Place Vendôme à Paris pendant la FIAC, The Tree, de Paul McCarthy, la structure gonflable ici de 24 mètres de haut, portée, je rappelle, l'ambivalence de la figuration à son comble, puisque le sapin de Noël stylisé pouvait tout aussi bien se lire comme un plug anal. Alors McCarthy est coutumier de cette dimension scatologique à laquelle s'est attaqué l'artiste américain, de cette dimension scatologique, mais l'immensité ici peut faire en quelque sorte clin d'œil à Alice. Bien que ce soit une autre héroïne dont se soit emparé Paul McCarthy, à laquelle il s'est attaqué. Cette héroïne, c'est en fait Blanche-Neige. Il y aurait d'ailleurs peut-être, comme on l'a vu chez Oliver Beer, mais il y aurait peut-être une réflexion à avoir sur ce qui amène les artistes contemporains à pouvoir passer comme cela d'une figure à l'autre.
En 2013, donc, en 2013 à New York, eh bien, McCarthy avait revisité le conte de Walt Disney, Blanche-Neige et les Sept Nains, en privilégiant l'outrance et l'obscénité, la satire et la névrose, dans le cadre d'une reconstitution de sa maison d'enfance. Reste que les figures du merveilleux sont renversées et deviennent le prétexte à une sorte d'inquiétude adulte. Et en fait, cette inquiétude adulte, eh bien, elle nous permet peut-être aussi de citer un autre artiste américain, Dan Graham, avec ici cette œuvre de 1995-1996, Double Exposure, qui correspond à un pavillon mesurant 4 mètres sur 4 mètres sur 4 mètres et présentant deux côtés en miroir. Le troisième côté est un transparent cibachrome qui montre le même paysage vu de l'intérieur de la structure à 100 mètres devant le transparent. Le transparent du paysage avait été réalisé à l'automne, photographié presque au coucher de soleil, et donc les spectateurs à l'intérieur de la structure de Graham pouvaient voir le paysage actuel en mouvement à travers donc l'image statique du transparent de la vue passée. Donc, littéralement, ils sont ici confrontés à l'autre côté du miroir, hein, mais bien sûr, là encore, comme pour Mel Bochner, eh bien, on peut noter que le dispositif de Dan Graham est bien sûr un dispositif minimal, hein, un dispositif qui s'éloigne de toute d'évidence, hein, de tout emprunt au baroque échevelé que l'on trouve dans le texte de Carroll. Mais il demeure que le jeu de reflet peut apparaître d'une certaine manière comme un commentaire contemporain de cette autre dimension, hein, qui est ici en jeu. Alice a d'ailleurs été inventée par Lewis Carroll au moment des dioramas, qui sont donc des dispositifs souvent cités par Dan Graham. Alors une autre perspective existe alors avec des œuvres qui semblent innervées par l'attitude poétique de Lewis Carroll et le fameux nonsense dont on a déjà parlé, sans pour autant ici citer Alice. C'est le cas par exemple du travail de l'artiste Julie Bénat, qui présente une longueur d'onde assez familière avec, pour les lecteurs, donc du conteur anglais. Je vous montre ici un petit extrait, et ce sera le dernier, d'une de ces vidéos, Miss Non, Mr. Peanut and Rose Pontopon, une manière, vous allez voir, de réactiver à sa manière l'univers carolien. Hey! Stop! Stop! You don't see there is a problem? Sorry. Miss Non and Mr. 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 And Rose Pontopon. 33. 33. Hey, Mr. Peanut. Hello, Miss Non. It seems we have a guest tonight. Oh, really? How do you know about it? Let's say I was included in the generic. Oh, you mean? Yes. Oh, but I thought we were the guest. Yes, but it seems things are changing and that for tonight we will become the hosts, 'cause we have a guest. Yes, I guessed. Oh, Mr. Peanut! Ah, mais j'oubliais, Mr. Peanut. We need to introduce ourselves to the spectators. Mr. Peanut is not a phone. Miss Non is not an umbrella. Mr. Peanut is not a snail. Miss Non is not a harp. Mr. Peanut is not a sword. Alors, is not, hein, cela montre bien ici que on retrouve le même goût pour l'absurde, hein, le même goût pour le spectacle, une forme d'esprit à la fois ludique et strident.
Et en fait, l'impossible désignation de chaque chose traduit finalement un univers où le régime des équivalences entre les mots et les choses se fissure à travers ce que l'on pourrait donc appeler une dislocation du réel. De la sorte, donc, Julie Bénat enregistre un mode contemporain qui a délaissé le régime de l'ontologie et de l'essence de ce qui est pour un jeu de métamorphose sans fin. L'altération remplace la définition à l'image même, et je finirai donc sur cette réflexion, finalement de la catégorie de l'art contemporain. La catégorie de l'art contemporain qui cherche à échapper à lui-même et dont l'autoréflexivité n'a plus du tout pour ambition de dire strictement ce qu'il serait. C'est peut-être cela, donc, la vraie leçon d'Alice au pays des merveilles. Hein, puisque, finalement, aujourd'hui, de Matrix au détecteur spécialisé dans la physique des ions lourds qui a été installé au sein de l'accélérateur de particules du CERN et qui s'appelle Alice, eh bien, la référence à l'héroïne de Lewis Carroll est aujourd'hui omniprésente. Pareille dissémination peut se lire comme un exercice de désassemblage du monde au cœur de la transparence qui est propre à la globalisation. Là où notre rationalité n'est que le désir de faire correspondre un objet à lui-même, dans un secret espoir de maîtrise qui ne peut être que constamment reporté, ce grand désassemblage auquel nous invite Lewis Carroll rappelle l'écart sans fin au cœur des choses. Voilà, je vous remercie. Il y a peut-être des questions. Enfin, merci beaucoup en tout cas Fabien Danesi pour cette très intéressante photographie d'altitude de ce que peut être l'art contemporain au regard de Lewis Carroll. Alors peut-être il y a des petites questions dans la salle, je ne sais pas. Oui, merci beaucoup. Quelqu'un qui travaille sur le surréalisme, j'ai appris aujourd'hui. Alors, le micro. Merci beaucoup pour votre présentation. J'aurais une question. Est-ce que vous pensez que certains des artistes dont vous avez parlé ou encore d'autres avaient conscience des qualités de logicien et de mathématicien de Lewis Carroll, qui rédige à une époque où on conteste l'espace euclidien, on parle de 4e dimension et on ne sait pas de quoi est fait notre espace. Donc, est-ce qu'ils en sont conscients donc, de cette perception de l'espace, des différences entre réel, irréel ou onirique, bien sûr. Et donc, oui, en regardant Oliver Beer, peut-être, ou le début du court-métrage de Yoon Zizou, je sais pas, éventuellement, ça pourrait faire référence à cet espace courbé ou à cette idée que les objets changent de place dans notre espace, du coup, qui est non euclidien. Alors, j'ai pas malheureusement une réponse et j'ai pas eu un dialogue assez poussé avec les artistes à ce sujet, en tout cas sur cette question, voilà, de leur conscience, notamment de la position de mathématicien de Lewis Carroll. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, effectivement, dans un monde numérique où les mathématiques sont un outil essentiel de nos sociétés, il n'est pas anodin, peut-être finalement, que rationalité et irrationalité soit bord à bord et se retroussent. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, oui, Lewis Carroll, pour répondre à la question qui est posée aujourd'hui, est encore d'actualité dans le champ de l'art contemporain. Mais en fait, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire là sur ma conclusion. C'est-à-dire qu'on peut élargir la focale et se rendre compte en fait que, au-delà même du champ de l'art contemporain, finalement, ce que peut-être Lewis Carroll a traduit à travers le récit d'Alice au pays des merveilles, c'est un autre mode de pensée qui, d'une certaine manière, est sous-jacent justement à notre mode de compréhension du monde. C'est-à-dire que on a, pour le dire d'une autre manière, on a souvent trop tendance à considérer que les mathématiques seraient l'expression pure de justement cette forme de rationalité à laquelle, par exemple, l'humanisme nous invite. Et en fait, peut-être que l'histoire du XXe siècle et de ce début de XXIe siècle nous montre que, en fait, voilà, là, il y a peut-être la porte qui sort de ses gonds et peut-être que l'extrême rationalité, elle aboutit à une forme d'irrationalité, en fait. Alors je suis désolé, j'ai pas répondu à votre question, mais comme votre question supposait l'intentionnalité des artistes et que malheureusement j'ai pas eu un dialogue assez poussé avec les artistes pour pouvoir y répondre correctement. Merci beaucoup. Peut-être.
peut-être d'autres questions. Enfin, j'ai vu qu'il y avait des artistes aussi qui utilisaient cette série de CRISPR-Cas9, donc les outils moléculaires qui permettent aussi de défier le monde du vivant à travers, par exemple, la production d'organoïdes, enfin de fiction du vivant, comme on fait aujourd'hui. Et juste pour rappeler, avec Barbara, on avait tenu aussi à exposer dans Surrealis, en fait, un rhinograde qui est une fiction, en fait, donc un animal qui n'a jamais existé, qui est un fake en fait, qui servait et qui a été fait par des scientifiques pour servir effectivement une autre histoire, en quelque sorte, du vivant, qui explorerait justement eh bien, toutes les fantasmes d'un monde dont on ne régit pas les codes et les structures, ce qui était d'ailleurs le cas pour la 4e dimension, puisque vous savez que c'était un élément extrêmement important qui a nourri tout le surréalisme, en fait, depuis la fin des années 30 jusque dans les années même 70, cette question de la physique relativiste, en fait, qui mettait à bas la réalité, le réel, et ça rejoignait, en fait, les fondements du surréalisme qui avaient pour vocation de destituer l'objectivité et le monde de la réalité au profit de sciences qui montraient qu'effectivement, on était plutôt dans un univers très incertain. Et voilà. Donc oui, c'est pas pour rien donc que là et c'est pas pour rien que donc une partie de l'accélérateur à particules du CERN ça a été nommé Alice. C'est quand même, je veux dire, c'est en soi un manifeste en 6 lettres. 5. Je crois qu'Yvan Alagbé, qui est parmi nous, va peut-être aussi en parler tout à l'heure de cet accélérateur à particules qui s'appelle Alice, parce que ça fait un peu partie effectivement du travail qu'Yvan Alagbé a mené dans l'expérience Alice. Merci beaucoup. C'était simplement je me demandais si Mel Buckner, en 69, quand il utilise le titre Ask Alice, il faisait référence à Go Ask Alice de Jefferson Airplane. Éventuellement, je pensais à ça. Aucune information à ce sujet, mais c'est une piste à creuser. Et dans Julie Bénat, je me demandais si la tradition de la pantomime, le pantomime britannique était aussi un peu pris... Oui, complètement. Et alors là, pour le coup, c'était une intuition pour Julie, et je lui ai demandé, ce qu'il en était, et elle me disait que effectivement, c'était une. Alors là, je parle de Lewis Carroll, mais que effectivement, Lewis Carroll était une figure qui courait dans tout son travail, mais qu'elle avait jamais explicitement énoncé, en fait. C'est-à-dire que c'est comme un champ d'influence, de référence. C'est une figure secrète en quelque sorte. Alors peut-être que elle n'est pas nommée cette figure par Julie Bénat et certains artistes de l'art contemporain, parce que vous savez que dans le champ de l'art contemporain, on va quand même aller chercher souvent des figures qui sont plus ésotériques et qui ont moins eu d'impact dans la culture populaire. Je veux dire, aujourd'hui, encore une fois, Lewis Carroll, c'est vraiment une figure, je pense que un grand nombre de personnes connaissent, et donc c'est vrai que dans l'art contemporain, quand on cite des références, souvent ce sont des références, je dirais, plus cryptiques, parce qu'on cherche justement à les faire revenir sur le devant de la scène. À l'inverse, quand on a affaire à des figures aussi puissantes et aussi connues que Lewis Carroll, c'est peut-être justement la citation tout à coup passe en sous-main, en quelque sorte. Mais pour la pantomime, oui. Oui, bonjour. C'est une question, mais c'est une remarque un peu plus générale, peut-être un peu décousue, parce que je réfléchis en voyant en entendant les interventions, mais est-ce que l'espèce de confiscation que les surréalistes ont fait d'Alice en France a pas un peu stérilisé pour les artistes français la capacité à réutiliser cette image, alors que tout ce qui a été présenté jusqu'à présent, c'est le monde anglo-saxon, où Lewis Carroll et le texte d'Alice n'a pas du tout le même statut qu'en France. En France, c'est un objet littéraire en raison de la traduction très littéraire qu'on a donnée Parisot, ensuite Bay et Papy. Et on est resté, alors que pour les Anglais, c'est une référence populaire. Quand on fait de la traduction en anglais, quand on a un problème de traduction,
on a soit qu'on a affaire à une citation de Shakespeare, soit on a affaire à une citation biblique, soit on a affaire à une citation tirée des aventures d'Alice au Pays des Merveilles, de l'autre côté du miroir. Donc vous, qui êtes spécialiste de l'art contemporain, qu'est-ce qu'on en est de la figure d'Alice sur les artistes français aujourd'hui dans l'art contemporain? Pour le coup, alors, mais c'est vrai que vous avez raison. Ces références là que j'ai données, elles sont essentiellement anglo-saxonnes. Alors non, mais je crois que vous avez donné la réponse. En fait, peut-être que comment dire, la puissance d'attraction de la figure d'Alice et du personnage de Lewis Carroll auprès du surréalisme a, vous l'avez très bien dit, hein, peut-être pas censuré, mais en fait amener les artistes à pendant un certain nombre de décennies écarter cette figure, parce qu'après tout là aussi c'est comment dire, c'est un mode de, c'est structurel, je dirais, c'est un mode de fonctionnement propre au champ de l'art contemporain, c'est-à-dire que quand une référence a trop de succès, en fait je pense que quelque part elle se démonétise, et donc le surréalisme ayant été quand même, enfin là je parle sous ta direction Fabrice, et tu me diras si tu es d'accord avec ça, mais j'allais dire est-ce que finalement la domination du champ culturel français par un certain surréalisme jusqu'à la fin des années 60 a amené à ce que pendant la fin du XXe siècle, les années 70, 80 et 90, on oublie en quelque sorte, ou en tout cas on ne fasse plus référence et à la fois au surréalisme et à la figure de Lewis Carroll, parce qu'en gros c'était trop prégnant et c'était trop évident, et peut-être qu'aujourd'hui, le long du temps, c'est le travail historique qui fait la chose, et bien peut-être que là on peut se permettre aujourd'hui, et les artistes ont peut-être un peu plus de liberté à prendre en charge ces figures. C'est pas pour rien là que il y a une exposition sur Troyen qui s'est organisée au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, et moi j'ai vu les faits qu'elle avait sur un certain nombre de jeunes artistes ou voilà de gens qu'on n'aurait pas imaginé regarder effectivement cette peinture peut-être 20 ans auparavant. Alors je sais pas toi après comment tu lis ça, parce que tu vas être plus précis notamment sur la place du surréalisme voilà à la suite de sa dissolution, enfin en tout cas à la suite de l'arrêt de ses activités. En fait disons que déjà dans le surréalisme, il y a plusieurs postures différentes à l'égard de Lewis Carroll. Ce n'est pas tout à fait homogène, hein. La façon dont Aragon en fait s'approprie Lewis Carroll n'est pas la même façon que Breton ou d'autres personnalités. C'est pas du tout homogène, c'est très très varié. Et donc ça c'était aussi une difficulté pour montrer cette différence d'appropriation de Lewis Carroll. Par exemple, Aragon en fait une figure éminemment politique dans les années 30. Bon voilà, donc ça c'est le premier aspect. Et puis l'autre aspect, c'est que le surréalisme en fait est précipité, disons, dans une mort médiatique à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et donc il entre dans un purgatoire, alors qu'il y a quand même des manifestations qui se perpétuent jusqu'à sa dissolution, jusqu'en 69. Il y a des grandes expositions, il y a énormément de visiteurs, etc., où il y a encore toujours le fil conducteur de l'univers de Lewis Carroll, mais qui ne rencontre pas l'historiographie, l'histoire telle qu'elle s'est écrite. Et ce purgatoire entraîne effectivement le fait que beaucoup, en tout cas en France, beaucoup d'artistes ne vont essayer de s'écarter comme s'ils avaient tué le père, en quelque sorte, de toute cette force de proposition qu'avait été le surréalisme pendant toutes ces années, pendant plus d'un demi-siècle. Donc ce purgatoire, il demeure en fait jusqu'à, j'allais dire, les années même 90, hein, grosso modo. Et même encore aujourd'hui, il y a très peu de gens qui puissent qui peuvent connaître ce qu'a été le surréalisme entre 1945 et 1969. Ce sont les travaux aujourd'hui des chercheurs qui montrent qu'il y avait énormément de choses, mais ça a été complètement invisibilisé puisque l'histoire n'en a pas tenu compte. Et là, on est en train de revisiter ça. Et d'ailleurs, l'exposition No Bornes chronologique avec Barbara s'arrête en 70 justement pour réintégrer bien des artistes dont on n'avait jamais entendu parler et qui pourtant avaient fait des œuvres tout à fait intéressantes et qui traversent l'œuvre de Carroll. Donc pour les artistes français, pour répondre à votre question, eh bien c'est plus compliqué parce qu'il y avait ce père à tuer, hein, qui avait été ce grand mouvement surréaliste qui perdure jusque quand même 69.
Et c'est les dissolutions, parce qu'en plus, il y a eu l'international situationniste, il y a eu Lettriste, il y a eu Sartre, il y a eu tous les contre-feux au surréalisme qui se sont mis en place dès l'après-guerre, jusque dans ces années-là. Donc ce purgatoire, il entraîne effectivement pour les artistes français, pour la création en France, un relatif éloignement des sources d'inspiration qu'avaient été celles du surréalisme, c'est-à-dire notamment Lewis Carroll et les autres. Mais pour ouvrir ce que vous veniez de dire, il faudrait, parce que moi c'est vrai que je me suis aussi focalisé sur le champ, on va dire, des arts visuels, mais par rapport à votre réflexion sur finalement, si j'ai bien compris, l'appropriation littéraire de la figure de Lewis Carroll, il faudrait peut-être regarder du côté de la littérature, chose que j'ai pas faite, hein, du côté de la littérature et de la poésie, ce qu'il en est, parce que c'est peut-être là que tout à coup le langage carolien, il a peut-être eu, un impact, je veux dire contemporain. Mais ça, j'avoue que moi j'ai pas de, voilà, je suis pas spécialiste de ce domaine, donc je me suis, c'est vrai, cantonné au champ qu'on dit des arts visuels. Voilà.